Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on consacre cette émission à un nouveau fiasco signé Darmanin, l'Allemand, et puis Macron qui les a choisis. Vous l'avez compris, nous allons parler du Stade de France. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air. C'est parti. Et avec moi cette semaine, Pierre Gentillet. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Les téléspectateurs vous connaissent parce que vous participez régulièrement à Bistro Liberté et que vous êtes régulièrement aussi invité sur CNews. Alors commençons cette émission, si vous le voulez bien, Pierre Gentillet, avec un peu d'ironie. Ce match au Stade de France, finale de la Coupe. Finale de la Ligue, voilà, les téléspectateurs vont s'en rendre compte dans cette émission, le foot et moi, c'est pas tout à fait, ça matche pas très bien. On sera deux. Avec donc la Coupe de la Ligue entre Liverpool et le Real Madrid qui devait initialement se tenir à Saint-Pétersbourg, évidemment. La guerre en Ukraine est arrivée, il fallait donc déprogrammer cette rencontre en Russie, pour des raisons évidemment de droits humains, j'imagine. Et donc la France a eu 3 mois pour organiser cette rencontre au lieu de 18 mois qui sont en général le besoin pour une rencontre de ce type. Bien sûr, mais de toute façon, je pense que même si on avait eu plus de temps, ça n'aurait rien changé. Le sujet, il n'est pas là, on va en parler après. Mais on essaie de parler que des questions logistiques et d'organisation. Mais le vrai sujet, c'est l'endroit où a été organisée cette rencontre. On ne peut pas organiser sereinement une rencontre à Saint-Denis parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui font que vous pouvez mettre toute la logistique enfin, pas toute la logistique que vous voulez, mais le problème, c'est le lieu, c'est la localité, c'est Saint-Denis, c'est la criminalité, c'est la délinquance. Enfin, je ne veux pas anticiper sur ce qu'on va dire après, mais il ne faut pas résumer ce qui s'est passé samedi dernier uniquement à des questions logistiques, parce que là, actuellement, c'est ce qu'on essaye de nous vendre comme étant le principal problème.
Alors si on reste encore sur cette question de la Russie, parce que c'est quand même amusant, on a vu le journaliste Brice Couturier qui a fait un tweet en expliquant, puisqu'on va le voir plus tard, Gérald Darmanin a parlé de faux billets édités en très grand nombre, a évoqué un complot de la Russie. Le Kremlin aurait aidé des supporters à publier des faux billets de foot pour réussir à rentrer dans le stade. Ça, c'est magique. Bah oui, non, mais moi je trouve ça très fort. C'est-à-dire que la capacité de la Russie à être l'excuse, le joker magique, je veux dire, même Darmanin l'aurait pas osé, celle-là, vous voyez. C'est-à-dire que la Russie est vraiment l'excuse pour toute une partie de nos élites. C'est un peu, comment vous dire, c'est un peu comme dans les années 50-60 avec McCarthy. C'est-à-dire qu'il y a des communistes partout. Et c'est un peu l'excuse pour pallier en réalité aux véritables inconséquences du régime français et ici des capacités d'organisation, de sécurité. Donc oui, bah, écoutez, de toute façon les Russes sont partout, c'est toujours les Russes, c'est toujours la faute des Russes, ça va continuer à être la faute des Russes. Rien de nouveau sous le soleil, quoi, c'est ça. Même la famine sera bientôt la faute des Russes. Sans aucune preuve, ça qui est fantastique. Ce petit volet serait pas parfait d'ailleurs si on précisait pas que, en revanche, tout le monde trouve ça très bien que la Coupe du Monde de football se joue dans quelques mois au Qatar. Qu'il y a des pratiques et un respect des droits de l'homme, évidemment. Alors ça, vous touchez du doigt un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on essaie de nous vendre, en particulier avec l'agent. J'aborde un sujet un peu connexe, mais je parle de la guerre en Ukraine. On essaie de nous faire croire qu'il y a une diplomatie des valeurs européennes. Au nom de cette diplomatie des valeurs européennes, Emmanuel Macron a annoncé que l'approvisionnement énergétique européen allait se défaire progressivement, se détourner de la Russie pour se retourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Mais lesquelles ? Les Américains, vu le prix du gaz de schiste, à mon avis ça va être compliqué, il va rester quoi ? Les pétromonarchies. Et peut-être même l'Iran, tiens. D'ailleurs, l'Iran qui reviendra peut-être dans le jeu diplomatique. Donc, je ne suis pas sûr que les pétromonarchies et même l'Iran soient conformes à la diplomatie des valeurs telle que l'Union européenne, telle que les pays européens s'accordent à dire. Donc en fait, tout ça est une hypocrisie. Il n'y a pas de diplomatie des valeurs. Si on fait la guerre à la Russie, c'est parce que les Américains l'ont voulu et parce qu'il y a un projet américain d'isolement de la Russie qui, nous, à terme européen, va nous coûter de toute façon très cher. Donc oui, la diplomatie des valeurs, si vous voulez, voilà, il y a toujours des imbéciles pour y croire, quoi. Mais il suffit de regarder quand même les pétromonarchies avec lesquelles on commerce et avec lesquelles on va commercer encore plus demain. Alors si on revient au fait, à ce fameux Stade de France et à Saint-Denis de la semaine dernière, donc je précise aux téléspectateurs que cette émission est enregistrée vendredi matin et que samedi soir il y aura un nouveau match, donc qui sera peut-être l'occasion de faire un peu mieux, voire de faire un peu pire. On peut présager de tout et de rien avec ce gouvernement. Vu l'effectif policier qu'ils ont annoncé de déployer, je crois qu'ils parlaient de 3000 policiers pour aujourd'hui, puisque ce sera enregistré pour ce samedi. À mon avis, ils vont tout faire pour... je pense qu'il n'y aura pas de problème, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Parce que, en fait, quand le politique veut, il peut, hein, on va en parler, mais quand on veut mettre de l'ordre dans ce pays, on le peut. Hein. On a eu beaucoup de difficultés, semble-t-il, à contrôler des billets. Par contre, pour contrôler toute une population pendant près d'un an, 2 ans sur des questions de confinement, de couvre-feu, puis de passe sanitaire, de passe vaccinal, là, il n'y avait aucune difficulté. On pouvait infliger des amendes, on pouvait... N'oubliez pas, on pouvait aussi aller en prison. Hein. Au bout de 3 infractions, vous pouviez aller en prison. Hein. Donc quand le politique veut, mais ça, pour moi, c'est capital. Quand le politique veut, il peut. Le problème, c'est qu'il ne veut pas. Et ça, je pense qu'on en parlera après. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des problèmes de faux billets selon Gérald Darmanin qui ont occasionné des mouvements de foule. Quoi qu'il en soit, on a vu beaucoup de personnes essayer de rentrer dans le Stade de France en franchissant les barrières, ce qui donc laisse supposer que les questions de faux billets étaient quand même très très marginales. Bien sûr. Pour autant, ces mouvements de foule ont existé, ils ont été très violents et les policiers ont été contraints de les disperser. Je vous propose qu'on écoute Gérald Darmanin nous en parler. Est-ce qu'on aurait pu lutter davantage contre cette délinquance ? Évidemment. Pourquoi cette délinquance a été de façon plus importante que dans les autres matchs ? Je pense avoir expliqué, c'est parce que le dispositif de sécurité d'ordre public a été levé, notamment pour pouvoir sauver des vies, qui consistait à l'écrasement ou au débordement des personnes extrêmement nombreuses, parce qu'en surnombre, et parce qu'avec des faux billets ou parce que sans billets, qui se présentaient. La décision prise par la préfecture de police a sauvé des vies. La conséquence a en effet été de livrer le terrain, comme vous dites, monsieur le sénateur, à une délinquance que les policiers appellent d'opportunité.
Alors Gérald Darmanin l'a expliqué, la police a sauvé des vies, notamment grâce à ces gaz lacrymogènes. Il expliquera un peu plus tard dans cette audition devant le Sénat que finalement les gaz lacrymogènes étaient la meilleure solution pour disperser la foule, puisque sinon il y avait 2 autres solutions. C'était les fameuses grenades de désencerclement Gli F4 ou les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, dont on a connu et reconnu l'efficacité, n'est-ce pas, pendant les mouvements des Gilets jaunes. On a quand même un peu l'impression que Darmanin se moque du monde. Mais il y a une constante chez Darmanin. Alors, constante atténuée ces derniers jours, parce qu'Emmanuel Macron lui a dit quand même de s'excuser. C'est justement que Darmanin ne recule pas, ne s'excuse pas, et est dans le déni permanent. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, cet homme est d'un aplomb et d'une constance dans le mensonge qui est quand même assez incroyable. Mais vraiment, mais sur tous les différents événements, je crois que ça fait presque 4 ans que Darmanin ça fait partie des 2-3 seuls ministres qui ont été reconduits avec Bruno Le Maire. Ah, ils étaient bons, fallait quand même pas les perdre. À se dire qu'ils étaient très obéissants et surtout, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire ils ne reculent. À la limite, je vais leur reconnaître ça, il ne recule devant rien. Il est d'une audace incroyable et il est d'un mensonge stupéfiant. Cette capacité, par exemple, à nier le réel sur l'origine des violences qui ont été commises en marge de ces événements au Stade de France. Souvenez-vous, il a quand même annoncé au départ que c'était des supporters anglais. Anglais, absolument. Alors, je ne sais pas si l'Angleterre a subitement décidé de faire pousser des colonies tout le long du bassin méditerranéen, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu des supporters anglais, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu des accents anglais, des supporters anglais dans les différentes vidéos que j'ai vues. Regardez d'ailleurs quand on parlait des gens qui ont fraudé, Cyril Hanouna a fait une émission il n'y a pas très longtemps où il invitait une des personnes qui avait fraudé, c'était pas vraiment un Britannique. Mais il a cette capacité à mentir avec un incroyable aplomb, et le pire c'est qu'il peut mentir 2 fois et se dédire. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a dit « ce sont des Anglais », et après, devant la commission d'enquête du Sénat, quand on lui pose la question de la nationalité des personnes qui sont responsables des débordements, il dit « je n'ai pas à donner des nationalités pour… » Je vous propose qu'on l'écoute ce passage parce qu'on l'a sélectionné. Ben oui. Je trouve qu'à la fois de la part de Mme la sénatrice et de vous-même, qu'évoquait avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui, depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens très nauséabonds qui font malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdue, je la trouve personnellement extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense. Si, je pense qu'il y a une… Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme… Il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs, j'imagine que la prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé, mais je n'ai pas encore cette question à ce niveau, mais je m'y attendais bien évidemment. Et quand on me dit qu'il n'y a pas eu de citoyens britanniques ou de citoyens pour intrusion ou pour faux billets qui ont été mis en garde à vue, d'abord on a présenté 14 citoyens britanniques pour les intrusions à la justice, c'est normal de les relâcher si j'ose dire parce qu'ils reprenaient leur train ou leur avion ou leur voiture le soir même. Bon alors du coup, Gérald Darmanin ne peut pas donner les nationalités parce que évidemment ça ferait le jeu de l'extrême droite, sauf la nationalité britannique. Sauf les Britanniques. Bah oui, sauf ceux qui se comportent bien. Ah non, mais le vrai sujet, il est là. Si on regarde un petit peu les différentes vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, moi les vidéos de Britanniques, j'ai vu 2 types de vidéos. J'ai vu les vidéos des supporters britanniques qui nettoient une rue, en remettant les détritus, les canettes dans une poubelle. Qu'est-ce qu'une civilisation, voilà. Celui qui met son détritus à la poubelle. Voilà, des supporters qui font ça, bon. Ce qui prouve bien que d'ailleurs les Anglais sont une des civilisations les plus éduquées d'Europe, si ce n'est du monde. Deuxièmement, des Britanniques qui se faisaient gazer et qui pleuraient. Ça, c'est les 2 images qu'on a vues. Ensuite, il y a ceux dont on ne doit pas évoquer la nationalité et qui ne sont pas britanniques. Et les images qu'on a vues, c'est ces gens qui montent par-dessus les grilles,
C'est un peu les images de Ceuta et Melilla que moi j'avais en tête, vous voyez, ces hordes qui déferlent et qui montent par-dessus. L'enclave espagnole, exactement, de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. Effectivement, qui faisait que ces migrants passaient par-dessus les barrières. Moi, il y avait un peu ça dans mon imaginaire quand j'ai vu ces images. On a vu aussi de leur côté des vidéos où ils se vantaient, avec un accent très britannique, d'être entrés illégalement dans le Stade de France et de niquer la France, ce qui est une expression très angloise d'ailleurs, oui. Faut le rappeler. Puis c'est fréquent qu'un Anglais vienne pour exposer son point de vue. C'est très souvent le cas. Vous savez, en fait, on est dans la dérision, mais je pense qu'en fait maintenant, devant un tel déni du réel, parce que c'est un déni du réel, là, ce que Darmanin a, je veux dire, mais tous les policiers savent ce que c'est la Seine-Saint-Denis. Tous les policiers savent, ceux qui étaient sur place, savent très bien ce qui s'est passé et savent qui sont les fauteurs de troubles. Darmanin est dans le déni, alors peut-être pour des raisons politiques, alors pour des raisons, je dirais, de sécurité aussi, parce que si vraiment il pose le beau constat, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Britanniques, mais que ce sont en réalité des habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont responsables de ces violences, il faut qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut que la police intervienne, mais si la police intervient, on sait très bien ce qui va se passer. On sait que si la police décide d'intervenir, ce sera comme en 2005, c'est-à-dire des émeutes. Et ça, la paix sociale a été achetée depuis 2005 dans ces quartiers. Il y a un contrat implicite qui est passé avec les voyous, avec une partie de cette population, et qui fait que la police n'intervient pas ou n'intervient que très rarement. Et puis il y a aussi une deuxième raison, je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est qu'à mon avis Darmanin a des ambitions politiques pour 2027. On est déjà dans ça. Donc évidemment, il veut faire police, il veut faire propre, et en même temps dur, ferme face à l'extrême droite. Le réel ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son avenir politique. Moi, fondamentalement, je pense que c'est ça, parce que, encore une fois, là, je vous l'ai dit, on l'a démontré par l'absurde, le réel nous explose aux yeux. Mais alors, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'on voit que, finalement, ce que vous nous expliquez, à peu près tout le monde en France s'en est rendu compte, mis à part Gérald Darmanin. Oui. Mais pas seulement en France, puisque les Espagnols... Alors, il faut préciser qu'en réalité, on a beaucoup parlé des Britanniques parce que les sorties du RERD qui ont permis un afflux conséquent de personnes étaient du côté des tribunes britanniques et pas espagnoles. C'est pour ça qu'il y a eu moins d'affaires avec la question des Espagnols. Mais pour autant, les Espagnols ont vu d'une manière plus marginale ce qui s'était passé et ils ont été également ulcérés. Et un grand journal a titré, la Marca, que la France avait véritablement un problème avec l'immigration. Donc eux, ils ne s'y sont pas trompés. Oui, c'est bien. En même temps, ils découvrent la Lune, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal. Après tout, si toute l'Europe... C'est moins grave que les Espagnols découvrent la Lune, j'allais dire, que les Français qui vivent en France. Mais les Français, ils le savent. Non, mais nous, on le sait. Je veux dire, on sait très bien que depuis 40-50 ans, le lien entre immigration et insécurité, il est même fait par les instituts d'État. Je veux dire, il n'y a que la gauche pour le nier, mais je rappelle quand même, il y a des statistiques d'Île-de-France, vous pouvez aller les voir, il y avait des statistiques sur les violences qui étaient commises en Île-de-France en 2015-2016, c'est pas si vieux, mais j'ai vraiment ça en tête, sur les vols, sur les viols dans les transports en commun, sur les violences, et on voit que c'est une surreprésentation des étrangers. Je rappelle qu'il y a que 8% d'étrangers en France, 52% des viols qui étaient commis en Île-de-France en 2015-2016 dans les transports d'Île-de-France l'étaient par des personnes de nationalité étrangère. Le lien entre immigration et délinquance, pour moi, c'est même pas un sujet. Il y a des choses en fait qui, à partir du moment où ce sont des faits qui sont documentés, ne devraient même pas être l'objet d'un débat. C'est aussi une question sociale, évidemment. Non, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Je veux dire, c'est un mythe. Est-ce qu'on a une explosion des viols dans la Creuse, dans l'Indre, que je connais bien, dans la Corrèze ou dans l'Ardèche? Est-ce qu'on a des débordements à l'occasion des matchs à Tulle? Mais évidemment non. Est-ce qu'on avait ces images au Stade de France il y a 40-50 ans? Évidemment non. À un moment, il faut quand même se réveiller. Moi, c'est intéressant que vous parliez de ce sujet, le lien, parce que souvent, c'est ce que réplique la gauche. C'est le lien qui est systématiquement fait. La gauche réplique souvent... Le vrai sujet, c'est un sujet social, parce que la gauche n'a que comment dirais-je, elle a uniquement un regard économique sur les choses, un regard mathématique, ce qui d'ailleurs la rapproche au fond de ces soi-disant pires ennemis que sont les libéraux. Les libéraux voient tout à travers le prisme économique. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que dans des départements pauvres, moi que je connais bien aussi le Cantal, il n'y a
n'y a pas d'insécurité. Enfin, quand vous vous promenez dans les rues, le soir, il n'y a pas de difficulté, même si vous êtes une femme et que vous vous baladez en petite jupe, pas que dans des petits villages de 100 habitants, dans des villes de taille moyenne ou des villages de 5000, 10 000 habitants. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté parce qu'il y a une accoutumance culturelle, parce qu'il y a une homogénéité culturelle, parce que nous partageons des références communes, que nous avons une civilisation en commun, que nous avons des référentiels communs et que ces référentiels sont acceptés par tous. Être une jeune fille et se balader en jupe à Saint-Denis à 20h, 21h, ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres, 50 mètres avant d'être, pardon pour l'expression, d'être emmerdé. Donc, si vous voulez, moi, le lien qui est fait là, l'excuse de dire c'est une question de pauvreté, c'est une question sociale, ça ne tient pas debout. Et après, on nous dit, alors généralement, l'argument qui sort derrière, on nous sort derrière, c'est de dire oui, c'est une question de concentration. C'est pas un argument, c'est pas documenté, il n'y a aucune étude, point, fin du jeu. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment ouvrir les yeux. La presse espagnole en parle, c'est très bien, mais je veux dire, les Français, nous les Français, on le sait très bien. Quand je vais vous dire une chose, même les gens qui ne votent pas à droite le savent. Je me souviens très bien, qui comprennent la réalité de l'immigration et les impacts sur notre quotidien, en particulier sur l'insécurité. Souvenez-vous de ce sondage sur le grand remplacement, qui avait fait beaucoup parler, je me souviens dans le challenge, je l'ai vraiment encore en tête, parce que ça m'avait marqué. 52% des électeurs d'Emmanuel Macron considéraient qu'il y a un grand remplacement. Même chez des gens qui ne font pas vraiment partie de la droite. Non mais, et même d'ailleurs, du côté de la France Insoumise, il y avait quelque chose de l'ordre de 30-35%, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup quand même pour la gauche. Donc en fait, tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. C'est juste qu'il y a une résistance au niveau des élites, au niveau de la gauche, au niveau de la presse. Mais bon, de toute façon, le réel avance progressivement. Et j'ai envie de nous dire, le temps est contre nous, c'est vrai dans un certain sens, parce que la situation s'aggrave, mais en même temps, les gens ouvrent progressivement les yeux. Là, avec cette histoire du Stade de France, j'espère que ça fera jurisprudence, comme on dit chez moi. Alors, il y a un élément dont on a très peu parlé, mais que je trouve très intéressant sur les vidéos qu'on a pu voir de ces événements, c'est le fait qu'on avait l'impression d'assister à des batailles rangées, mais très organisées. On avait c'était pas des individus qui agissaient chacun de leur côté, etc. C'était vraiment coordonné, et ça, c'est assez surprenant quand même. C'est surprenant pour nous. Ensuite, quand on écoute des spécialistes, j'écoutais Alain Bauer notamment il y a quelques jours, on sait que ces phénomènes de bandes, c'est des phénomènes connus, mais c'est pas juste des bandes, comment vous dire, c'est assez organisé. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un événement, en l'occurrence au Stade de France, ils savent qu'il y a des touristes, qu'il y a des proies, et ils vont s'organiser pour intervenir, pour voler, ils viennent armés avec des cutters, ils ouvrent les sacs des femmes, et ils volent, ils violentent. Mais si vous voulez, ils savent très bien, ils se renseignent en amont, ils savent très bien qu'il y a un événement et qu'il y a potentiellement des cibles et de l'argent à se faire. Et ils sont bien organisés, hein. C'est un groupe de 4-5, il y en a un ou deux qui interviennent, deux qui sécurisent les alentours, et puis un autre qui est en réserve. Tout ça est quand même assez, entre guillemets, est assez organisé, hein. C'est pas juste une petite bande de 4-5 personnes qui sont là, 4-5 jeunes comme on dit, qui sont là sur un banc et qui voient passer des touristes et qui disent tiens, on va les agresser. Non. Tout ça, c'est quand même. Oui, donc quand on parle de délinquance d'opportunité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. Oui, c'est plus organisé. Bah oui, bien sûr, parce qu'ils savent qu'il y a un événement et ils profitent de cet événement et ils s'organisent en vue de cet événement. Et il y a un vrai mouvement de masse. Donc là, les faits que l'on a pu constater, essentiellement, ce sont des vols et des violences. Il y a eu également plusieurs faits de violences sexuelles qui ont été rapportés. Et ça m'a fait penser un petit peu, sans doute dans des proportions bien moindres, hein, bien sûr, mais à Cologne, absolument. À ce nouvel an de Cologne qui avait vu un nombre d'agressions sexuelles absolument incroyables, en l'occurrence avec une population de clandestins qui avait été très surreprésentée dans les délinquants qui étaient concernés. Et il avait fallu plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que la presse accepte d'en parler, autre que la presse plutôt alternative d'ailleurs. Ah bien sûr, les événements de Cologne, moi je m'en souviens très bien, et c'est vrai qu'il avait fallu plusieurs semaines, hein, plusieurs semaines pour que la presse daigne enfin évoquer la nationalité de ces gens. Et c'était pas juste 2-3 personnes de nationalité étrangère, 2-3%
des violeurs qui étaient de nationalité étrangère. C'était, mais, je crois, quasiment 100%. C'était la quasi-totalité, quoi. Donc là, on n'a pas eu le même phénomène. Mais en revanche, le point commun qu'on peut tirer avec ça, c'est un phénomène vraiment de sauvagerie urbaine. C'est-à-dire vraiment des scènes... moi, j'ai en tête le récit d'un supporter britannique qui quitte le Stade de France et il doit marcher jusqu'au métro. Et il y a 1 kilomètre pour marcher jusqu'au métro et il raconte des scènes absolument incroyables où en fait sur ce petit corridor qui conduit, ce petit chemin qui conduit jusqu'au métro, où il y a tous les supporters qui empruntent ce chemin, vous avez des bandes qui interviennent, qui arrivent, je vous l'ai dit, avec les cutters, qui ouvrent le sac des femmes, qui violentent les hommes, qui volent. Et puis vous avez les gamins qui pleurent. Et ça, c'est un supporter espagnol qui racontait ça et qui disait, il y a mes gamins qui pleuraient. Et en face, les jeunes qui commettaient ces violences et ces vols, ils riaient. Donc si vous voulez, moi, ça m'amène aussi à un autre sujet, c'est que on n'appartient pas, à partir du moment où, si vous voulez, on a des enfants qui pleurent, on a ce genre de scène, et on a des individus qui sont dans un niveau d'inhumanité, de décivilisation tel, je veux dire, mais qu'est-ce que ces gens font avec nous? Qu'avons-nous en commun avec ces gens? J'irai même encore plus loin, moi je suis un juriste, et je suis un juriste qui pense concrètement. Je pense qu'il faut des règles particulières pour ces gens-là. Nous n'appartenons pas à la humanité. Si il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui pensent que ces gens-là sont des gens qui appartiennent à l'humanité, qui font preuve d'humanité, je ne vois pas ce que j'ai en commun aussi avec ces gens qui regardent. On devrait normalement leur appliquer nos propres règles de droit. Déjà, on ne les applique pas. Déjà, on ne les applique pas, surtout qu'on n'applique pas les peines. Mais moi, je pense on devrait réfléchir à des règles de droit plus sévères, voire même un droit spécial. On nous dit, oui, mais ils ont droit à la défense. C'est vrai que tout le monde a droit à la défense, à la dignité humaine, etc. Mais, encore une fois, je n'en tire pas de conclusion hâtive, mais réfléchissons à nos mots. Est-ce que ces gens font eux-mêmes preuve? Est-ce qu'ils sont dignes de ça? On parle de dignité humaine. Je ne le pense pas. Ils sont dignes de nos lois humaines, quoi. De nos lois pénales actuelles. Manifestement, ils ont prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est ça. En droit pénal, on distingue la matérialité de l'infraction, la violence, le vol, et l'élément moral, le caractère subjectif aussi, c'est-à-dire l'intention qui a animé la personne qui a commis l'infraction. Ici, on voit bien que il y a un caractère particulièrement bestial, particulièrement sauvage, particulièrement cruel, qui, je vous le dis, moi, me fait penser, mais c'est même pas que moi, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des comportements profondément inhumains, profondément sauvages, et qui mettent ces gens, qui fait que ces gens se mettent eux-mêmes hors de notre société, hors de notre civilisation. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être penser à un réagencement juridique, à d'autres règles de droit spécifiques pour ce type d'actes réalisés avec une telle sauvagerie, avec une telle inhumanité. Parce que moi c'est ce que j'observe, c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a 40 ans, moi quand je discute avec mes parents, ce qui les frappe, c'est pas les infractions, il y a toujours eu des vols, il y a toujours eu des viols, il y a toujours eu des cambriolages. C'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie qui frappe. C'est l'inhumanité, le comportement bestial d'une partie des auteurs de ces infractions. Donc je pense qu'il faut passer maintenant à un autre stade juridiquement. Alors, en termes de prospective, j'aurais une autre question. Évidemment, chacun des observateurs de ces faits au Stade de France ont pensé aux fameux JO de Paris 2024, qui sont donc de plus en plus proches. Je vous propose d'écouter très rapidement le sénateur Lafont, centriste du Val-de-Marne, qui interroge Gérald Darmanin à ce sujet. Organiser la finale de la Champions League 1 an avant la Coupe du Monde de rugby et 2 ans avant les Jeux Olympiques avait valeur de test. Le test montre que manifestement, nous ne sommes pas encore prêts à faire face à toutes les situations. L'originalité revendiquée des Jeux de Paris tient au fait que l'événement devrait être autant dans les stades que dans les rues, avec un immense rassemblement populaire. Je pense en particulier à la cérémonie d'ouverture qui doit rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes le long de la Seine. N'est-il pas nécessaire, compte tenu des événements de samedi dernier, de réfléchir à un format plus raisonnable pour éviter un nouveau fiasco qui nuirait à l'image de notre pays?
Alors c'est vrai que cela c'est vraiment une grande inquiétude. Les Jeux Olympiques avancent à grands pas, 2024. Comme le dit très bien ce sénateur, cela va brasser plus de monde dans des lieux très différents, y compris dans les rues. On peut s'attendre à une catastrophe. Ah bah c'est clair que si on décide de mettre des centaines de milliers de personnes devant la scène et qu'on a des mouvements de foule, par exemple pour des questions qui tiendraient à l'insécurité, ou même, je vois pas en termes de des centaines de milliers de personnes le long de la Seine, les Jeux Olympiques, comment est-ce qu'on, en termes d'attentats, en termes de risque antiterroriste, ça me paraît quand même très compliqué. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Moi, j'écoute les spécialistes de ce sujet-là. J'écoutais Alain Bauer, notamment, qui disait que c'était une folie et que la sécurité, les policiers avaient... je crois que c'était la préfecture de police avait émis un avis qui n'était pas juste défavorable, c'est qu'ils étaient totalement opposés à ça. Totalement opposés parce que y a des questions logistiques qui ici sont pas résolues. Et puis, encore une fois, on l'a vu, c'est comment assurer la sécurité de tous ces gens-là. Qui plus est, si ça se passe dans des lieux comme Saint-Denis. Ce n'est pas possible. Ça va être une catastrophe humaine et ça va être surtout une catastrophe pour notre image à nous. Les Jeux Olympiques, c'est quand même des événements qui marquent l'histoire de France. J'ai peur que ça nous marque en mal, en très très mal, parce que ça risque de très mal se passer. J'espère me tromper, j'espère vraiment me tromper. Mais vu ce à quoi on a assisté samedi dernier, je pense que c'est une folie d'organiser les Jeux Olympiques en l'état. Et alors, toute dernière question, Pierre Gentillet. On a vu que très rapidement, avec cette histoire de faux billets pour le Stade de France, Gérald Darmanin a parlé des billets numériques qui seraient une solution et qui aurait permis de tout éviter. Bon, bien entendu, on sait ce qu'on doit en penser, mais pour autant, cette histoire de billets numériques existe et d'ailleurs, elle est régulièrement appliquée pour tout type de match. On sait aussi que très récemment, un rapport des sénateurs a été fait sur la reconnaissance faciale avec un objectif, le mettre en place autour des Jeux Olympiques pour faire des tests. On sort d'une période très dure sur le plan des libertés, sur le plan de la surveillance. Et on se dit, malgré le fait que l'essentiel des citoyens qui respectent les lois ont été surveillés, fliqués, je crois qu'on peut le dire, pendant longtemps, que d'autres lois avancent dans ce sens. Et entre les deux, il y a justement, je vais utiliser un terme anglais, un no man's land, où les lois ne sont pas respectées. Concrètement, ils seront cagoulés si jamais il y a de la reconnaissance faciale. Donc on a l'impression que le bon citoyen du quotidien est toujours plus sous le joug, on va dire, des lois et de la surveillance. Et les autres, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est un peu le Patriot Act à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de restrictions pour ceux qui respectent les lois et pour les autres, ça ne change rien. Mais parce qu'en fait, on fait une erreur sur les intentions du gouvernement et des gouvernements depuis, j'en pense, une dizaine d'années. Depuis les lois sécurité globale, notamment. Absolument. L'intention de l'appareil étatique et de l'appareil policier, ce n'est pas la surveillance policière, de mettre fin à l'insécurité. Toutes les mesures qu'on nous avance, la reconnaissance faciale, la numérisation, j'ai vu aussi d'ailleurs maintenant, j'ai fait faire ma carte d'identité, sur ma carte d'identité j'ai un QR code, ça préfigure peut-être un futur pass. Non, là l'objectif c'est un objectif progressivement de contrôle social. Et ce contrôle social, on l'a vu un petit peu avec la question des passes sanitaires, passes vaccinales, qui, je le crains, risque de revenir. Mais vous avez tout à fait raison, sous prétexte de lutte contre l'insécurité, mais qu'on pourrait mener efficacement sans ces moyens-là. Bien sûr. Sans ces moyens-là, sans sacrifier nos libertés. Mais c'est clairement le prétexte qui va être utilisé pour avancer de nouveaux outils de contrôle social. Et le pire, c'est que ces outils ne régleront pas le problème. Parce que le sujet n'est pas un sujet de moyens, c'est un sujet de volonté politique, et je vous l'ai dit, de risque politique. Si on décide de véritablement mettre de l'ordre, parce qu'on peut mettre de l'ordre, parce qu'on a les moyens de mettre de l'ordre dans ce pays, alors il faut assumer le risque politique d'un embrasement des quartiers, de la banlieue, etc. Ça suppose qu'il faut assumer ce risque, il faut assumer cette autorité, parce que Darmanin, il joue des coudes, mais s'il s'agit vraiment d'intervenir dans ces quartiers, là il a la trouille parce qu'il sait qu'il va devoir démissionner. Parce qu'il sait que ça va être, comme en 2005, ça va être des émeutes. Donc, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il décide de faire, c'est d'accroître
le contrôle social, la pression, la surveillance, en fait, sur les citoyens que nous sommes. Mais ça ne changera rien. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est que nous finirons fliqués et pour autant toujours en insécurité. Le peuple, entre guillemets, de droite le comprenne bien. C'est-à-dire que cet élan sécuritaire que parfois certains appellent de leur vœu, concrètement, il s'applique à eux, il ne s'applique pas aux causes aujourd'hui. Je crains que peut-être que votre chaîne va aider à le faire comprendre, je le souhaite, mais je crains qu'ils ne le comprennent pas. Parce qu'encore une fois, vous savez, pour comprendre tout ça, il faut faire partie de ce que quelqu'un appelait le peuple politique. Et le peuple politique en France, c'est-à-dire des gens qui vraiment s'intéressent à la politique et qui comprennent tous ces rouages-là, enfin qui s'y intéressent, pas forcément qui comprennent tout, moi-même je n'ai pas la prétention de tout comprendre, bien sûr. C'est peut-être 10-15% du pays. Pourtant, il y a 50-60% du pays qui est de droite. Donc ça suppose que les citoyens s'intéressent, se conscientisent de plus en plus sur ces enjeux-là, et vous avez raison, fassent bien le lien. C'est qu'aujourd'hui, les mesures qui sont mises en œuvre, ce n'est pas pour du contrôle sécuritaire, mais c'est avant tout pour du contrôle social. C'est marrant, ça rappelle le processus pour une question sanitaire aussi. Mais bien sûr. Et le pire, c'est que vous avez vu à la fin, le pire dans l'histoire, c'est que, sans vouloir refaire le jeu, en fait, le pass vaccinal, pass sanitaire, son objectif était sanitaire, mais à la fin, comme la vaccination, on savait, ne protégeait pas de la transmission du virus, le pass, il était juste répressif, il était juste là en termes de contrôle social, mais il n'avait aucune efficacité, s'agissant de la lutte contre l'épidémie. La preuve, on avait eu de nouveaux records de contamination à la fin 2021, alors qu'on avait le pass depuis 4 mois. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc, réfléchissons bien aux mesures que nous sommes en train d'accepter, et en particulier que la droite est en train d'accepter. Il y a des gens de droite qui sont même perdus chez Emmanuel Macron et qui nous regardent là sans doute. Ce sont des mesures qui n'ont pas un objectif sécuritaire, mais qui ont un objectif de contrôle social. Sachons être éveillés sur ces sujets et il faut nous préserver à tout prix de ça parce que c'est un mécanisme sur lequel on aura du mal à revenir. Vous voyez, par exemple, le pass sanitaire, pass vaccinal, j'ai très peur que beaucoup de gens l'aient accepté. Si demain le pass sanitaire, pass vaccinal revient, je ne suis pas sûr qu'on ait des foules qui se lèvent contre cet outil, malheureusement. Merci beaucoup Pierre Gentillet. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour partager cette émission à vos proches, à vos amis, à votre famille. Et puis bien sûr, n'oubliez pas ce fameux petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.